Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas encore Poly-Earth ou qui ne sont pas de Polytech, Poly-Earth, en fait, c'est un petit groupe créé au sein du BDE de Polytech Montpellier. Je dis petit parce qu'on n'est pas nombreux, mais on réalise quand même pas mal de choses et pas mal de projets. Notamment au mois de novembre, on a réalisé une projection du film Les Enfants du Silence, qui est un film en fait consacré au handicap, donc aux personnes sourdes et malentendantes, et leur place au sein de la société. On a également réalisé pas mal de collectes et de soirées pour le Téléthon. On a participé également au grand week-end de récolte nationale de la Banque alimentaire de Montpellier, qui était il y a 2-3 week-ends, il me semble. Donc tout ça pour dire qu'au final, maintenant, on se retrouve pour une autre conférence destinée et tournée vers le réchauffement climatique et l'évolution du climat. En fait, il y a 2 ans, jour pour jour, étaient signés les accords de Paris. Et en fait, Poly-Earth a voulu revenir et réaliser cette conférence ce soir-là, donc 2 ans, jour pour jour. Et ça va nous permettre en fait de revenir un peu sur tout ce qui a été entrepris et notamment la problématique et enfin l'objectif des 2 degrés fixés par ces accords-là. Et du coup, pour traiter de ce sujet, on accueille avec nous ce soir Monsieur Dominique Reynaud, donc conférencier de ce soir et ancien membre de la GIEC. Pour ceux qui ne connaissent pas la GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je pense qu'il pourra vous en parler un peu mieux que moi. Ensuite, Monsieur Dominique Reynaud est climatologue, glaciologue et ancien directeur de recherche du CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Et il est avec nous ce soir donc pour nous présenter une petite conférence. Je laisserai parler Monsieur Reynaud de ses activités, de ses maintes recherches et études, puisque en 2007, un point important quand même à souligner, il est co-lauréat du prix Nobel de la paix. Voilà, ça laisse un peu une idée. Son intervention, du coup, enfin, la présentation et la conférence durera 1 heure en moyenne, et sera suivie du coup d'un petit débat, c'est-à-dire que vous êtes libre de poser vos questions et d'avoir le loisir d'entendre des réponses. Ensuite, nous enchaînerons sur un petit buffet bioéthique qui se trouvera dans le hall de Polytech, en sortant de l'amphi directement. Et vous pourrez, si vous en avez le désir et le souhait, de soutenir les projets de Poly-Earth en achetant nos t-shirts 100% coton, nos éco-blocs, et nos éco-cups. Voilà, ce sera juste à côté du buffet si vous le souhaitez. Avant de laisser la parole à Monsieur Reynaud, je voudrais réaliser quelques remerciements, notamment tout d'abord à Monsieur Pierre Risseau, qui n'a pas pu être là ce soir malheureusement, à toute l'équipe logistique de Polytech qui nous a permis de vous accueillir ce soir aussi nombreux que vous êtes et d'accueillir également Monsieur Reynaud. Ensuite, à toute l'administration de Polytech qui nous a permis d'accueillir mais vraiment correctement Monsieur Reynaud et ainsi que du coup à vous d'être ici nombreux présents pour cette conférence. Je souhaiterais également remercier, même s'il ne le souhaitait pas ce soir, Monsieur Victor Ledoux, grâce à qui on a pu obtenir le contact de Monsieur Reynaud. Et évidemment, merci à vous d'avoir répondu présent à notre appel. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci Salomé. Quand Victor et Salomé m'ont contacté au début, ils m'ont dit mais on va quand même faire une visioconférence pour savoir si vraiment vous êtes capable et vous êtes exactement la personne qu'il nous faut pour parler des 2 degrés.
La chance a voulu que cette visioconférence n'a pas eu lieu. et donc, voilà, je me retrouve là. Alors, je vais vous dire deux mots de ma démarche, si vous aimez mieux. Personnellement, il y a longtemps que je suis venu à la science. Et j'ai commencé dans les années 60 pour travailler sur ma thèse. Enfin, à l'époque, on faisait 2 thèses. Alors, sur la première thèse, en tout cas. Et puis, j'ai fait ça parce que j'avais envie d'aller en Antarctique, tout simplement. C'était l'idée de départ. Mais aussi parce que finalement, la science, ça me plaisait. J'avais d'abord commencé, pour tout vous dire, par faire des humanités, comme on dit. J'avais commencé par faire de la philologie scandinave. Et puis voilà, j'en suis venu à la science. Et j'ai donc eu la chance de faire ma thèse sur les petites bulles d'air dans la glace. Et je dois vous dire, je ne vous en parlerai pas pendant cette conférence, mais pour moi, ce fut une véritable passion. C'est toujours une passion. Et à l'époque, autant vous dire que jamais j'aurais pensé que j'allais m'intéresser au réchauffement climatique. Ça, c'était clair, parce que l'idée qu'on avait à ce moment-là, avec mon patron de thèse, c'était de dire que dans ces petites bulles, qui sont sédimentées, qui se retrouvent comme un sédiment qui s'est tassé, la neige se tasse, enferme des petites bulles. Et l'idée toute simple, c'était de dire, là-dedans, il y a peut-être de l'atmosphère, de très vieille atmosphère, on va peut-être retrouver les variations des gaz à effet de serre, mais c'est sans plus, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et quand on a trouvé dans cette glace les variations du CO2, en particulier, au départ, c'était le CO2, variation du CO2 sur un cycle climatique. Un cycle climatique, c'est en fait le dernier cycle climatique, on va dire, c'est depuis 20 000 ans. 20 000 ans, c'était très froid, maximum glaciaire. Il y avait de grandes calottes sur l'hémisphère nord. Et puis, il y a une déglaciation. Et, aux surprises, nous avons trouvé que le CO2 variait en bon mariage avec le climat, sans savoir si c'était le climat qui faisait bouger le CO2 ou le contraire, quoi. Et donc, si vous aimez mieux, c'est devenu après une sorte d'icône, parce que à la même époque, aux États-Unis, il y a un savant américain qui a eu beaucoup de mal à convaincre le gouvernement à l'époque, parce qu'il fallait de l'argent, pour monter une station au Mauna Loa. Le Mauna Loa, c'est un volcan qui se retrouve donc au milieu du Pacifique. Et là, il y avait une station météo. Et en même temps, il a dit, mais c'est quand même assez loin de toutes les sources de CO2, sauf le volcan, qui émet effectivement du CO2. Mais si on arrive en même temps à regarder d'où vient le vent, etc., c'est un lieu idéal parce que c'est loin de toutes les autres sources de CO2. En gros, c'était ça l'idée. Vous verrez je vous montrerai peut-être 1 ou 2 résultats de ça. Et en 1958, il a commencé à faire ça. Et quelques années après, nous, dans la glace, on regardait, mais pas du tout les mêmes périodes de temps. Et c'est ainsi qu'il y a eu au départ quelques icônes. Une des icônes, ça a été bien sûr l'enregistrement du Mauna Loa, où on voyait chaque année le CO2 dans l'atmosphère qui augmentait. Ça a commencé là, l'histoire en 1958. Enfin, je simplifie un petit peu, mais quand même, ça a été le déclenchement d'une prise de conscience, on va dire. Et puis il y a eu ces résultats dans la glace. Et en fait, c'est un peu ce qui a déclenché ce fameux GIEC, IPCC en anglais, qui est ce groupement intergouvernemental sur l'évolution d'experts sur l'évolution du climat. Et le GIEC a été créé en 88, et le but, ce que demandaient les gouvernants de l'époque, les preneurs de décision comme on les appelle, c'était effectivement, et c'était dans le cadre de l'ONU, c'était effectivement
non pas de faire de la science dans ce groupe, mais de regarder tous les résultats, d'en faire une synthèse, de dire ce qui est probable, ce qui n'est pas probable, ce qui est moins sûr, ce qui est plus sûr, etc., la connaissance. Donc c'est ça, en fait, le GIEC, c'est une espèce de groupe d'experts. Alors ce sont des experts, ce sont tous des climatologues, paraclimatologues, ou ce que vous voulez. Moi j'étais paléoclimatologue, mais bon, voilà. Qui regardent la littérature et qui, à côté de leur travail dans le laboratoire, font une espèce de synthèse. Donc tous les 4-5 ans, il y a un gros rapport qui sort. Donc, si vous aimez mieux, ça a été un petit peu le déclenchement de la prise de conscience. La prise de conscience a été très lente. Et tout le monde m'entend bien là, derrière? Oui. Non? Oui, c'est bon? D'accord. Et donc cette prise de conscience, voilà, elle a évolué. Je pourrais vous dire, premier rapport sur la question très simple, est-ce que l'homme participe au changement climatique actuellement? La réponse était, nous ne savons pas. Ça c'était en gros 1990-1992. Et puis petit à petit, ça a évolué. L'image a disparu, oui, c'est pas grave. Et ça a évolué, et puis la prise de conscience, elle a grossi. Et ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce que l'on sait sur le réchauffement climatique, ce que l'on sait sur les causes, et après, je vous parlerai de la COP 21, qui était une étape importante de la prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe depuis la COP 21? Et après, je me suis amusé amuser, c'est beaucoup dire, parce que c'est un exercice difficile, mais quels peuvent être les remèdes si véritablement il y a un problème? Voilà. Donc c'est un peu comme ça. La grande faiblesse de mon côté par rapport à votre attente, c'est que je ne suis pas économiste. Et l'économie a bien sûr un impact très important dans cette prise de conscience, dans ce qu'on peut faire, etc. Mais j'essaierai un petit peu de vous dire ce que j'ai entendu des économistes. Et voilà. Bien. Juste une chose, je voulais remercier la personne qui avait fait le petit dessin. Savoir marier la glace et le réchauffement, c'est pas mal. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors, on va commencer sur le réchauffement. Alors, voilà, c'est bien. Donc, en fait, la première question à laquelle je voudrais vous sensibiliser, c'est est-ce que vraiment la Terre se réchauffe? Alors, je vais mettre mes lunettes parce que ce sera plus commode pour moi. Voilà. Donc actuellement, si vous aimez mieux, on a quand même de nombreux indices de ce qui se passe au niveau de la température, si vous aimez mieux. On a plusieurs indices. Un premier indice, c'est clairement, alors sur la gauche, c'est que la température dans les continents, depuis 1850, on va dire, elle se réchauffe et on voit que sur les continents, le réchauffement n'est pas linéaire, comme on dit, nous, c'est pas linéaire, mais il y a des pauses, puis ça repart, etc. Donc voilà. Mais globalement, il y a un réchauffement. Et un réchauffement qui est de l'ordre, en gros, pour simplifier, on va dire de l'ordre du degré, 1 degré. Bon. Non seulement les continents se réchauffent, la surface des océans, c'est la suivante, se réchauffe aussi, à peu près de la même façon, tout simplement parce que quand l'atmosphère se réchauffe, par diffusion, vous avez aussi un réchauffement de la surface des océans. L'air au-dessus des océans, on a aussi un assez bon enregistrement, et peut-être quelque chose qui est assez significatif, en tout cas moi qui me pose question, c'est que le niveau des mers, depuis qu'on mesure le niveau des mers avec différentes méthodes, et puis on compare les méthodes, on s'aperçoit que, bon an mal an, depuis 1850, ça augmente en moyenne. Bien savoir aussi, ce dont je vous parle, ce sont des moyennes sur l'ensemble du globe. Mais en moyenne, ça augmente d'1 millimètre par an au départ, puis de 2 millimètres, puis aujourd'hui c'est à peu près 3 millimètres par an. Comment on peut faire monter le niveau des mers? De façon simple,
Il n'y a pas 36 solutions, sauf peut-être une qu'on oublie, mais pour l'instant, on n'en a que deux. On n'en a que deux réponses. La première, c'est de dire, bon, si vous réchauffez l'océan, et oui, l'océan se réchauffe. Si vous réchauffez l'océan, vous savez, c'est comme quand vous faites chauffer dans votre casserole de la flotte, elle augmente en volume, et donc le niveau des mers va augmenter. Et donc, c'est simplement par effet thermique, simplement parce que l'océan se réchauffe, on a une partie du réchauffement mesuré qui est due à ça, et c'est une partie en fait assez importante. Et puis, bien sûr, l'autre façon de faire augmenter le niveau des mers, c'est de faire fondre la glace qui est sur les continents, soit sur les pôles, soit sur les glaciers. Et donc, maintenant, on commence à bien connaître, on commence à numériser toutes ces choses-là, et on arrive à regarder quelle est la partie probable qui vient de la fusion et quelle est la partie qui vient de l'expansion thermique de l'océan. Et c'est peut-être, et je pense en fait que c'est plus que peut-être, très probablement, le meilleure indication du réchauffement. Parce que celui-là, il est global, et on n'a pas d'autre façon de faire, enfin, jusqu'à présent, on n'a pas d'autre façon de faire monter le niveau des mers que par ces deux processus. Donc le niveau des mers augmente. Alors vous avez tous entendu parler, vous avez vu des images, que la banquise de l'Arctique, alors on n'a pas des mesures très, très anciennes, mais que la banquise de l'Arctique, l'été, diminue chaque année, et on arrive aujourd'hui à des niveaux importants de retrait de la banquise arctique. La banquise, je vous rappelle, c'est la glace de mer, c'est pas de la glace qui s'est formée sur les continents, c'est pas lié à la neige qui tombe sur le continent et qui va faire gonfler une calotte ou un glacier. C'est simplement parce que c'est l'eau de mer qui regèle et qui font l'été. C'est pour ça qu'on a une régression l'été. Et cette régression, elle est de plus en plus mesurable et de plus en plus visible. Les observations satellites sont très claires là-dessus, à tel point que vraisemblablement, dans quelques années, si ça continue, et ça devrait continuer, et bien bientôt, en fait, les transports maritimes, il va y avoir des nouvelles voies qui vont s'ouvrir. On pourra passer directement, sans contournant un nez l'Afrique pour aller d'un point à un autre. On pourra aller directement par la mer Arctique. Alors il y a d'autres choses. C'est pas uniquement dans l'atmosphère, la surface de la Terre qui se réchauffe, mais c'est tout ce qui est la troposphère. Alors pour ces mots savants pour certains, moi je suis sûr que la plupart connaissent bien ces histoires-là, mais la troposphère, c'est la partie inférieure de l'atmosphère, et dans cette partie inférieure de l'atmosphère, qui fait quelques centaines de mètres en Antarctique, mais qui fait plus de 1000, des milliers parfois de mètres à d'autres latitudes, vous avez la température, quand vous montez dans la troposphère, la température qui en fait décroît. C'est quelque chose de bien connu qui décroît avec l'altitude. Et puis à un moment, vous avez une zone limite, et puis on passe dans la stratosphère où la température s'inverse. Et donc ces deux couches, qui bien sûr ont une importance assez fondamentale dans le mouvement de l'atmosphère, jouent un rôle. Or, la comme la surface, se réchauffe. Alors maintenant, on sait mesurer, ça c'est nouveau, on sait mesurer la quantité de chaleur qui passe de l'atmosphère dans l'océan. Et ce qu'on observe aujourd'hui, on est capable de le faire sur 700 mètres, aujourd'hui, avec les sondes que l'on a, et on sait maintenant que depuis des années et des années, la quantité de chaleur qui s'accumule dans l'océan, d'où bien sûr le réchauffement des océans, pas seulement la surface, et donc l'effet de réchauffement se voit aussi dans les océans. Et puis, la quantité de neige au printemps, la surface de neige sur l'ensemble du globe change aussi et de plus en plus régresse. Et puis, il y a les glaciers aussi qui fondent. Alors, tout ça, c'est quand même des indices forts du réchauffement. Alors après,
c'est une question qui est souvent posée, mais quand vous essayez de calculer, à partir de toutes ces mesures qui sont faites, quelle est la température moyenne sur la Terre, comment évolue-t-elle? Eh bien, le résultat, c'est cette courbe-là. Alors, c'est la courbe, si vous aimez mieux, qu'on montre très souvent, 1850, 2017. Là, le petit rectangle, c'est 2017. Et cette courbe, si vous aimez mieux, elle est sujette à débat pour au moins deux raisons. La première raison avancée par certains, c'est qu'est-ce que ça veut dire que le réchauffement global? Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut savoir à Montpellier quel est le réchauffement. Et à Montpellier, c'est peut-être pas exactement comme ça. Où on veut savoir n'importe où sur Terre quel est le réchauffement. C'est extrêmement important. Le nombre de personnes qui vous disent vous êtes bien gentil, mais vous parlez de réchauffement, mais moi, si je regarde là où je vis, je ne le ressens pas, mon réchauffement. C'est tout à fait normal. Il y a aucun problème. Il y a même, j'ai pas la carte là, mais en fait, il y a même des régions qui se sont refroidies sur cette même période, en particulier dans l'Atlantique Nord. Ce sont des cas très spéciaux, très spécifiques, mais ça existe. Et si vous aimez mieux, c'est un espèce de leitmotiv pour ce qu'on appelle les climato-sceptiques qui régulièrement posent cette question. La question, c'est bien de la poser, mais la réponse, elle est quand même assez claire. C'est que quand on parle de réchauffement, en tout cas sur l'ensemble du globe, je pense que, bon, c'est assez clair. Alors, c'est d'autant plus clair, si vous aimez mieux, depuis 1970. Et je vais revenir là-dessus parce que vous allez voir qu'à partir du moment où on essaye de comprendre quelle est la cause du réchauffement, vous allez voir qu'on arrive à expliquer beaucoup de choses, y compris le fait que vous avez des paliers, vous voyez, dans la température, alors que le CO2, lui, il augmente chaque année de 1 ou 2 ppm, mais il augmente chaque année. Mais l'effet de température, lui, n'est pas linéaire comme celui enfin, linéaire, c'est pas vraiment linéaire, mais n'est pas uniforme comme celui du CO2. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous explique pourquoi, maintenant, on arrive à comprendre pourquoi la réponse n'est pas exactement la même. Et dernière remarque, alors vous voyez, donc depuis 1970, c'est quand même très très marqué. Vous voyez que ce qui remonte là, c'est 2015-2016, ces 2 années, et là aussi je vais revenir là-dessus, le réchauffement est particulièrement marqué. Et de ce que l'on sait de 2017, on ne sait pas encore tout, puisqu'on n'est que le 12 décembre. Donc on attend les résultats. Mais vraisemblablement, ce sera un petit peu moins que 2015 et 2016. Et on croit savoir pourquoi. Alors, voilà, cause du réchauffement climatique. Alors ça, comment savoir pourquoi, quelles sont les causes, pourquoi on a ce réchauffement quasi global sur la Terre. Et comment faire? Alors, ce que l'on sait, mais je vais vous montrer après, je vais revenir là-dessus, je vais vous montrer la démarche scientifique en termes simples qui permet d'arriver à cette conclusion. Ce que l'on sait faire, c'est que pour chacune des causes, et je vais en parler des causes là, pour chacune des causes dont je vais vous parler, on est capable, imaginez par exemple que c'est du CO2 qui réchauffe, on est capable de connaître de façon très précise quel est le pouvoir radiatif. Ce qu'on appelle le pouvoir radiatif, c'est la capacité d'une molécule de CO2, si vous aimez mieux, à réchauffer instantanément l'atmosphère. La difficulté, c'est qu'ensuite, quand on veut passer à la température, donc ça, si vous aimez mieux, le forçage radiatif, il est calculé en watts par mètre carré, hein, pour ceux qui connaissent un peu ces unités. Donc c'est effectivement bien clair. Ça ne veut pas dire forcément de la température. Pourquoi? Parce que vous déclenchez dans le système climatique, vous l'excitez, si vous aimez mieux,
Mais à ce moment-là, il y a des effets boule de neige. Par exemple, vous augmentez la température, mais si vous augmentez la température, vous augmentez aussi un peu la température de l'océan. Donc vous formez de plus en plus de nuages. Il y a des nuages qui ont tendance à refroidir l'atmosphère. Il y en a d'autres qui ont tendance à réchauffer par effet de serre, etc., etc. D'où la difficulté, c'est ce qui a permis de... Si vous aimez mieux, ce qui a fait la difficulté de la compréhension du réchauffement climatique et des causes, c'était ça, c'était le passage finalement. Alors, actuellement, on n'a pas d'autre moyen, et j'y reviendrai un petit peu après, que de passer par des modèles. Et si vous attendez un petit peu, je vais vous parler de ça. Ici, il y a 2 expériences qui ont été faites. Alors, il y a d'autres, d'une part, les observations. Alors, vous voyez, c'est les observations, c'est cette courbe-là, la courbe foncée. Et puis, vous avez des simulations du modèle. Le modèle, il vous permet de passer, en gros, du forçage radiatif de chacun des paramètres. Ça peut être le soleil, ça peut être les volcans, ça peut être les gaz à effet de serre. Voilà le genre de choses qui excitent le système de façon soit naturelle, et j'aime pas bien ce mot-là, parce que dire que l'homme n'est pas naturel, c'est un peu idiot. Mais bon, il faut bien trouver un langage. Donc on met, si vous aimez mieux, d'un côté on met le forçage qui est dû au naturel, les volcans, etc. Et puis de l'autre côté, les activités humaines. Voilà. Donc, et le problème est de savoir quelle est la contribution des activités humaines. C'est vraiment la question qu'ont posée les États, 150 ou 160 États à l'ONU, aux scientifiques et au GIEC. C'était ça la question vraiment posée. Alors aujourd'hui, l'état d'art, il est un petit peu là, l'état d'art de la connaissance. C'est-à-dire que si vous utilisez les modèles et que vous utilisez uniquement des forçages naturels, c'est la courbe du haut. Vous voyez que pratiquement, jusqu'en 1960, on est capable d'expliquer avec le soleil, avec les volcans, avec un petit peu de variabilité naturelle, comme l'effet El Niño ou des choses comme ça, pas mal quand même de la variabilité qui est observée. Mais à partir de 60-70, là vous voyez que ça diverge et qu'il y a quelque chose qui pose problème. C'est-à-dire que c'est pas un modèle, il y a au moins une vingtaine de modèles, c'est 2 grandes séries de modèles et ils convergent tous dans le même sens, qui vous disent, voilà, à partir de 70, on n'est plus capable d'expliquer ce que l'on observe par uniquement la variation naturelle. Et dès que vous rajoutez dans le modèle les activités humaines, à ce moment-là, vous arrivez effectivement à expliquer, en tout cas beaucoup mieux, la variabilité observée. Voilà, alors ça c'est pour la période 1860-2010. Et dans les forçages d'activité humaine, ce sont essentiellement les gaz à effet de serre et les aérosols. On tient compte des deux. Les gaz à effet de serre ont globalement, vous verrez tout à l'heure, tendance à réchauffer l'atmosphère. Les aérosols, c'est le contraire. Donc on tient compte des 2 effets dus à l'homme lorsque l'on vous montre ces courbes-là. Alors, maintenant, vous savez que on voit dans la presse, dans un certain nombre y compris de scientifiques, chez scientifiques qui disent, mais franchement, l'activité solaire, est-ce qu'elle ne peut pas expliquer vraiment une très grande partie de ce que l'on observe? Alors l'activité solaire, vous savez, c'est ce phénomène un petit peu spécial qui fait qu'à la surface du Soleil, de temps en temps, globalement à peu près tous les 11 ans, quelque chose comme ça, vous avez des taches solaires qui sont plus ou moins importantes. Et quand vous avez beaucoup de taches solaires, à ce moment-là, vous avez plus d'énergie qui part de la surface du Soleil, je parle en termes simples, qui part de la surface du Soleil pour venir irradier la surface terrestre. Alors là, vous avez quelques images. On connaît assez bien l'historique de ces variations solaires. Et alors ça je trouve que c'est intéressant. C'est issu d'un modèle très simple, je dois vous dire. Mais la première chose, on prend les observations de la surface de la température, en haut et à gauche.
Et ensuite, on calcule forçage radiatif pour tous ces éléments qu'on traduit en température. Là, dans ce cas-là, c'est un modèle simple, mais qui est confirmé par d'autres modèles. Et si vous regardez la deuxième, sur la gauche, la deuxième courbe, ceci, c'est en fait, vous voyez, c'est ce fameux cycle de 11 ans. Alors, si vous regardez aussi, en gros, les variations en température qui sont calculées à partir de ces anomalies, au maximum, c'est de l'ordre de 0,1 voilà, 0,1 degré. Et ça présente un cycle à peu près de 100 ans. Vous vous rappelez que l'ensemble du réchauffement, c'est à peu près 1 degré, hein, pour simplifier. Ensuite, les volcans. Alors les volcans, ils ont cette caractéristique qui sont épisodiques. C'est pas tout le temps que ça. On a eu de l'activité volcanique. Vous avez eu le Pinatubo en 92 ou 91. Vous avez effectivement. Eux, ils ont tendance à refroidir. Et ils refroidissent uniquement pendant quelques années. Le Pinatubo, qui était une grande explosion, qui est montée très haut dans la stratosphère, a refroidi effectivement l'atmosphère pendant, ou la surface de l'océan en tout cas, pendant quelques dixièmes, on va dire, de 0,2 peut-être degrés. Et vous voyez, c'est tout dans le sens du réchauffement, et vous avez des pics. Vous avez aussi ce qu'on appelle, les scientifiques, quand il faut qu'ils trouvent un nom qui englobe plusieurs choses, c'est ce qu'on appelle la variabilité pluriannuelle. Donc chaque année, vous avez des variations très marquées qu'on observe entre parenthèses sur la courbe du haut. Ça, c'est essentiellement, pour simplifier, c'est des phénomènes genre El Niño. C'est-à-dire en fait, des événements qui se passent entre l'atmosphère et l'océan. El Niño, c'est dans le cas du Pacifique, et qui font qu'ils ont une influence pluriannuelle assez importante sur la variabilité. Et l'ordre de grandeur en degrés, c'est de 0 à 0,2 degrés. Mais c'est manifestement des choses, vous voyez, en moyenne, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ça fluctue. Alors, ensuite, ce que vous pouvez calculer, de la même façon, en passant à partir des gaz à effet de serre et des aérosols, l'impact radiatif, vous le traduisez en température par le même modèle. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que là, manifestement, d'abord, vous retrouvez quelque chose qui se passe de façon assez violente vers 1970-1980, et avec une remontée importante. Ce qu'il faut voir, c'est l'ordre de grandeur, cette fois-ci, c'est 0,8 degrés. Donc, quelle est la conclusion assez importante sur ces affaires de température? C'est ce que j'ai résumé ici. Activité solaire, volcan, variabilité interne du genre El Niño. L'impact d'activité solaire beaucoup moins importante depuis les années 70 que l'impact des activités humaines. L'impact des activités humaines se voit parce qu'il y a un effet d'accumulation, particulièrement à partir de 70. Les volcans, c'est sporadique et refroidissent. El Niño, variabilité d'une année à une autre. Et effectivement, sur les derniers 40 ans, on n'est pas capable, honnêtement, on n'est pas capable aujourd'hui, dans l'état des connaissances, d'expliquer autrement que par un impact majeur des activités humaines, gaz à effet de serre et aérosols, qui se compensent, entre parenthèses, pour les derniers 40 ans. Voilà. Alors, voilà, le forçage radiatif. Alors, c'est simplement, c'est juste pour vous montrer. Ça, on sait le calculer. Le forçage radiatif, avec relativement peu d'incertitude, on sait le calculer. Et si vous prenez... donc ça, c'est entre 1750 et 2005. Donc, on était capable, connaissant la variation des gaz à effet de serre, la variation de l'ozone, la variation de l'albédo, les variations des aérosols, qui est aussi lié à l'homme, et le rayonnement solaire. Vous voyez, le rayonnement solaire, c'est pas si important. Tout ce qui est rouge, c'est réchauffement. Tout ce qui est violet ou bleu, vous inquiétez pas, je suis daltonien, je vois pas trop bien les couleurs, mais tout ce qui est en dessous de l'horizontale, ça contribue au refroidissement. Donc ça vous donne une image du bilan radiatif, énergétique, si vous aimez mieux, de l'atmosphère. Ça ne vous donne pas, vous ne pouvez pas le traduire directement à cause des effets rétroactifs dont je vous ai parlé, les nuages, etc., l'albédo de la glace, etc. Vous ne pouvez pas le traduire directement en température. N'empêche que
On voit très bien que le forçage radiatif majeur, c'est les gaz à effet de serre, le méthane aussi, le N2O. Là-dedans, il y a les CFC, je vais pas parler des CFC, mais maintenant, ils vont avoir tendance à diminuer. Enfin, on va encore les subir pendant 150 ans. Il y a l'ozone, il y a tous ces effets d'albédo, l'albédo de la Terre. Si vous avez une surface enneigée, si vous avez une forêt, etc., c'est pas la même quantité d'énergie qui repart vers l'extérieur. Vous avez des choses un peu mineures comme la traînée de condensation, ça c'est les avions, et le rayonnement solaire. Et quand vous faites la somme de tout ça, l'effet net des facteurs anthropiques est clairement, vous voyez, complètement majoritaire sur une longue période de temps, entre parenthèses, par rapport au Soleil. Donc je pense qu'actuellement, c'est difficile de dire que tout ce qui se passe est lié au Soleil. Alors il y a eu une réflexion assez intéressante d'un monsieur que vous voyez là, qui s'appelle George Box. C'était un Britannique, mais qui est resté assez longtemps aux États-Unis. Et il était statisticien. Alors, statisticien, ils aiment bien faire des calculs, ils aiment bien tout ça. Et si vous allez dans Wikipédia, vous verrez cette photo que j'ai prise dans Wikipédia. Et vous verrez aussi que c'est ce monsieur-là, il est connu pour cette phrase « All models are wrong, but some are useful ». Alors, vous comprenez bien que le modèle, il intervient au moment où vous passez du forçage radiatif à la température. Et pour passer du forçage radiatif à la température, c'est les modèles du climat. Alors les modèles du climat, c'est une usine à gaz incroyable. Si vous regardez dans l'utilisation des ordinateurs, des gros ordinateurs dans le monde aujourd'hui, vous avez deux gros employeurs, on va dire, c'est pas bien ce mot-là, mais c'est quand même vrai, deux gros employeurs, c'est l'armée, et ce sont les climatologues. Les climatologues utilisent des modèles extrêmement puissants, mais qui sont probablement faux d'une façon ou d'une autre. Ça peut être d'un epsilon comme ça peut être dans une quantité. Mais ces modèles, c'est eux qui nous ont permis de comprendre comment on pouvait différencier les différentes causes. Et je crois que ça, c'est intéressant au niveau scientifique, au niveau philosophique aussi. Alors moi, j'aime bien George Box, finalement. Et maintenant, je vais vous parler du devenir du CO2. Alors, nous, on aime bien parler de cycle du carbone. C'est un véritable cycle, mais je vais commencer par des choses simples, puis on va aller essayer de compliquer. Là, vous allez voir, c'est un vrai nœud du problème. Il y a le nœud de la température, il y a le nœud des causes, et de plus en plus, actuellement, l'état d'art des connaissances, c'est dire que la cause majeure, ce sont les gaz à effet de serre, et que les gaz à effet de serre, dans les gaz à effet de serre, le majeur, c'est le CO2, ensuite, c'est le méthane. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que molécule par molécule, c'est le méthane qui a un pouvoir radiatif le plus fort. Vous mettez une nouvelle molécule de méthane, ça va faire beaucoup plus que 2 molécules de CO2. Mais il y a tellement plus de molécules de CO2 dans l'atmosphère, c'est le CO2 qui est majeur. Tous les résultats que vous allez voir, ils sont en gigatonnes de carbone. Alors, moi-même, gigatonnes de carbone, au début, je dis bon, des gigatonnes. C'est quand même beaucoup des gigatonnes, ça paraît pas, mais... donc, gigatonnes, giga, c'est 1 milliard de tonnes, d'accord. Et même pour moi, 1 milliard de tonnes, je veux bien, moi je sais combien je pèse, mais bon, voilà. Et alors, 1 milliard de tonnes d'eau à 4 degrés, parce que ça dépend de la température, mais on est dans les cassins. 1 milliard de tonnes d'eau à 4 degrés, c'est 1 milliard de mètres cubes d'eau. Alors là, quand je regarde une piscine, quand je regarde les océans, je commence à comprendre que finalement, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Donc c'est des chiffres énormes dans le cycle du carbone. Les émissions industrielles, ça touche personne, tout le monde, donc c'est intéressant. Et là, je vais vous montrer. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment la science s'organise dans ces affaires-là. Je vous ai parlé du GIEC, et je vous rappelle une chose. Les gens qui travaillent dans le GIEC sont tous des experts dans le domaine,
Mais quand ils sont au GIEC, ils ne sont pas là pour faire de la science, ils sont là pour faire l'état d'art de la connaissance. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et dans le cycle du carbone, récemment, oui, relativement récemment, quand je dis récemment, c'est à l'échelle de ma vieillesse, quoi. En tout cas, dans les 15 dernières années, il y a un groupe qui s'est formé, spécialement sur l'histoire du carbone. Ça s'appelle Global Carbon Budget. Et l'idée, c'est de véritablement essayer de comprendre toutes les facettes du CO2. Vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère, mais où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il reste complètement dans l'atmosphère? Est-ce qu'une partie va dans l'océan? Est-ce que ça interagit avec la végétation? Toutes ces questions-là sont incluses là-dedans. Et donc, tous les ans, et là je vous donne les tout derniers résultats, c'est qui viennent de paraître de ce Global Carbon Budget, ils font l'inventaire des émissions et comment ces émissions se répartissent. Alors, si on regarde les émissions à partir des énergies fossiles et de l'industrie, énergie fossile, c'est charbon, c'est CO2, on va dire, c'est essentiellement charbon, CO2 et le pétrole, hein, pour simplifier. Et l'industrie, vous allez voir, c'est minoritaire, c'est très minoritaire. L'industrie, c'est essentiellement le ciment, l'industrie du ciment. Et pourquoi? Parce que pour faire du ciment, il faut prendre des carbonates dans les régions que j'aime bien, comme le Vercors ou voilà, tout ce qui est autour de Grenoble. Et puis, ça, c'est plein de CO2. Et quand vous le procédez, et pour en faire du ciment, vous relâchez du CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bon, ben, premièrement, on est bien documenté depuis 1990. En fait, on est aussi documenté avant. Mais là, actuellement, on repart de ces courbes-là parce qu'elles sont très parlantes. 90, là, on en est à 22 gigatonnes de CO2 par an. Ce sont des gigatonnes de CO2 par an. Et puis ça augmente. Vous voyez que c'est pas uniforme. Ça faiblement, puis plus rapidement. Vous avez parfois, ça diminue légèrement, et vous augmentez, et vous augmentez. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on continue à augmenter aujourd'hui, et qu'en 2017, ben oui, on sera plus haut qu'en 2016. Vous voyez que en 2015-2016, 2014-2015-2016, on avait réussi à plus ou moins faire un palier du CO2 dans les émissions. Et puis, pof, on remonte. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Ça a l'air petit comme ça, mais c'est des gigatonnes. C'est quand même, hein. C'est quand même beaucoup. Alors, ça aussi, c'est quand même intéressant de regarder, finalement, quels sont les pays ou les groupes de pays qui émettent le plus. Donc, cette fois-ci, depuis 1960. Alors vous avez ici, en partant du bas, vous avez l'Inde. Ensuite, vous avez la Chine qui explose à partir de, en gros, 2000. Hein. Alors ça, c'est donc les émissions, hein, essentiellement. On peut oublier l'industrie. Hein. Franchement, c'est essentiellement des énergies fossiles. Après, vous avez l'Europe. Ça vous donne un petit peu une idée quand même d'où les choses sont émises. Vous avez les États-Unis. Donc, bien sûr, la Chine et les États-Unis sont les plus gros émetteurs et c'est clairement... Mais c'est Nina, ça, en plus. Nina, c'est mon épouse. Alors, elle me dit... Bon, vous voyez que les États-Unis et la Chine, bon voilà, et que la Chine elle explose. Je vais revenir sur le cas de la Chine, qui est intéressant pour de nombreux aspects. Voilà. Bien. Alors ensuite, on va continuer à mettre des bonnes notes et des mauvaises notes. Ce que j'aime pas faire du tout, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'une histoire de notes. Hein. C'est très clair. Il y a tellement de raisons derrière. Ça dépend en particulier si vous comptez par nombre de personnes ou pas. Et vous allez voir les résultats. Ici, cette fois-ci, ce sont les émissions. Et cette fois-ci, on a mis la projection pour 2017. Vous voyez qu'il y a... Bon,
on continue à augmenter quasiment partout. Hein. Faut être honnête, quoi. Donc, en tout cas, globalement, oui, on continue à augmenter. C'est pour ça qu'en 2017, on n'est pas du tout arrivé à un moment où on commence à redescendre. Hein. Voilà. Ensuite, voilà, par habitant. Voilà les résultats. Alors, vous voyez, ils n'ont pas la même tête. Les États-Unis, premier de la classe, pas de problème. La Chine, regardez la Chine. Ben, là, elle est nettement plus bas que les États-Unis, ce qui n'est pas vrai au niveau global. Si vous aimez. Bon, bien sûr, c'est le rapport, tout simplement, émission, nombre d'habitants. L'Europe, le monde, ça veut dire que ces pays-là, vous voyez, c'est quand même, hein, c'est eux qui font le total. Et l'Inde. Et puis si on mettait le Pakistan, si on était, parce que, bon, là, on verrait pas plus grand-chose en bas. Alors, là, ça c'est quoi ça? Émissions à partir du charbon, du pétrole, du gaz et du ciment. Pourquoi je vous ai montré ça? Ah si, pardon. Alors cette fois-ci, c'est pour différencier suivant la source. C'est-à-dire suivant que c'est du charbon, suivant que c'est du pétrole, suivant que c'est du gaz. Et vous voyez que franchement, les ciments, hein, voyez, bon, si on pouvait supprimer ça, ce serait déjà pas mal. Mais je veux dire, bon, on peut les oublier. Le reste, c'est quand même ça l'important. Alors vous voyez que, bon, c'est toujours la dispute entre le pétrole et le charbon. Vous voyez que le charbon, il explose, même s'il a une tendance légèrement à redescendre actuellement, le charbon. Parce que le charbon, effectivement, il y a une capacité vis-à-vis de, si vous aimez mieux, du CO2, pour l'émission de CO2, c'est très fort. Donc le charbon, bah, c'est bien sûr, c'est le mauvais élève de la classe. Et peut-être que c'est là où on peut jouer, encore que c'est pas si simple que ça, parce que si on est dans un pays qui produit du charbon et qui n'a pas de pétrole, comment fait-on? Donc voilà, faut toujours moduler aussi par ces considérations-là. Mais le résultat, il est là, en tout cas. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, ça c'est instructif. Alors ça, c'est un message d'espoir. Parce que, vous voyez, les émissions en CO2, elles sont en haut. Et c'est toujours des gigatonnes de CO2 par an. Et ici, c'est l'activité économique mondiale. Hein, c'est comme, si vous aimez mieux, c'est comme le PIB pour la France, sauf qu'on le somme sur tous les États. Et donc, et ça s'exprime en dollars. Eh bien, clairement, l'activité économique, si vous aimez mieux, finalement, on a effectivement une croissance, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure d'ailleurs, mais on a effectivement une croissance de l'activité économique qui est assez importante, sans pour autant on ait un impact sur le CO2. Enfin, un impact pas aussi marqué. Donc ça, c'est peut-être ça veut dire qu'on peut trouver vraisemblablement des situations économiques, des modèles économiques qui font qu'on peut garder une activité importante sans pour autant qu'on ait une croissance parallèle du CO2. Voilà une autre façon de voir. Alors là, on a pris les 10 pays les plus peuplés. Alors, bon, on a mis l'Europe, c'est un pays. Hein. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Brésil, etc. L'Inde, le Pakistan qui est là. Bon, on voit bien que les émissions par tête d'habitant, elles sont extrêmement variables, hein, en fonction de la population que représente chaque pays. Le champion restant les États-Unis, en l'occurrence. Alors, et une autre question qui se pose aussi, c'est ensuite, on a deux façons de faire.
on regarde les émissions qui sont faites par un pays. Alors, imaginez la France, allez, on va être très simple, les émissions émises directement en France. Et puis l'autre façon de raisonner, vous avez sûrement entendu parler de ça souvent, parce que quand vous allez vers votre shopping, vous regardez où est-ce que c'est produit, etc. Eh bien, si c'est vous qui consommez un produit qui a été fait dans un pays ou un autre, vous devez aussi moduler, dans ce cas-là, vos émissions. Et c'est ce qu'on appelle les émissions basées sur la consommation, en regard des émissions basées sur la production. Donc ça, c'est quand même une chose intéressante aussi. Et là, je vais vous montrer un graphe. Et alors, c'est là où on voit, en très plein, c'est les émissions liées à la production dans chaque pays, et celles qui sont liées aux produits importés dans le même pays. D'accord ? Et vous voyez que vous prenez la Chine, et ben pratiquement les émissions dues à la production et celles des produits importés est très différente, et donc la modulation elle est plutôt en faveur de la Chine dans ce cas-là. Ce qui n'est plus le cas des États-Unis, c'est inversé. Vous voyez que le tiret est au-dessus du trait plein. Pour l'Europe, la même chose. Et puis bon, bah, pour l'Inde. Mais c'est intéressant aussi de bien penser à ce genre de choses. Alors ensuite, on va passer à la déforestation, l'agriculture et l'urbanisation. Alors en gros, je trouve que l'anglais a un mot extraordinaire qu'on n'arrive pas à traduire, qu'on ne sait pas traduire, franchement, c'est land use. C'est-à-dire la façon dont on utilise la surface de la terre. Est-ce que si on construit, c'est pas la même chose que si on y met des forêts? Si on y met des forêts, c'est pas la même chose que si on fait de l'agriculture, etc. Donc ça module l'ensemble de ces phénomènes. Et vous allez voir, c'est pas si négligeable que ça. Alors, par exemple, ici, c'est les émissions, donc land use, on va prendre le mot anglais parce que c'est plus facile. Et vous voyez que depuis 1960, il y a une grosse incertitude. Hein. La surface qui est en couleur, là, elle vous montre le degré d'incertitude en fait de ce que vous mesurez. Alors, c'est tout en gigatonnes de CO2 par an. Alors, vous voyez que les chiffres sont nettement différents de ceux des émissions des énergies fossiles, hein, entre parenthèses, un facteur 20 facile. Et vous avez ce pic qui est indéniable, et c'est au moment où il y a eu ces fameux feux en Indonésie qui ont injecté donc finalement énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, mais globalement, vous voyez, ça représente quelque chose en gigatonnes. L'évolution, sauf que quand vous avez des grands événements de feu, ça a l'air d'être... il n'y a pas une tendance très nette, c'est ça que je veux dire en fait. Et ça c'est intéressant parce que ça fait la synthèse entre les émissions totales de CO2, c'est la courbe du haut, ce que vous avez vu déjà 2-3 fois, et en regard land use. Donc ça montre bien que quand même... les émissions, on parle d'émissions, hein, uniquement des émissions, on ne parle pas actuellement de reprendre le CO2 par la végétation, c'est au niveau des émissions. Mais vous voyez que c'est quand même un facteur 15 ou 20 différent. Alors là, c'est la même chose, c'est le même genre de mesure. Je vous passe quelques diapos comme ça pour que vous ayez un petit peu plus d'idées de ce qu'on peut faire avec ce genre de graphique. Toujours les mêmes périodes. Ça, c'est le CO2 émis par le charbon. Vous voyez que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Hein, par le charbon. Vous voyez que donc ça, c'est aujourd'hui, ça, c'est avant. Hein, c'est intéressant. Ça, c'est le fuel. Enfin, c'est le pétrole, le gaz, d'autres sources de CO2. Et land use, c'est ce qui est en haut. Donc ça vous donne quand même... une idée de la dynamique, si vous aimez mieux, des différentes causes. Alors là, c'est un peu pour le plaisir de compliquer les choses. En général, les scientifiques pensent que quand ils montrent un graphique comme ça, c'est plus simple. Moi, je ne suis pas sûr. Mais l'idée, c'est de faire un joli truc avec la géologie, l'océan,
les usines qui envoient du CO2, etc. Alors, comme ça, on comprend. Mais ça permet quand même de comprendre les choses. Donc, la chose importante liée à l'homme, c'est ça. On va chercher les ressources dans le sous-sol. Ensuite, vous avez... Donc, ça augmente le CO2 dans l'atmosphère. Mais en même temps, comme l'homme est en train de modifier l'agriculture, l'urbanisation et les forêts, il envoie aussi du CO2 via ce changement-là. Sauf que, et c'est ça la difficulté dans la végétation et dans toute l'agriculture, etc., c'est qu'en retour, quand même, les forêts qui restent, elles pompent du CO2, et c'est important, vous allez voir. Et puis, l'océan est ce qu'on appelle un puits. On fait, dans les réservoirs, on dit il y a des puits et des sources, et le gros puits, c'est l'océan, qui lui, il pompe le CO2. Malheureusement, quand le CO2 rentre dans l'océan, ça acidifie l'océan et ça a des conséquences importantes. Voilà. Hop, non, je mets mieux là. Voilà. Alors, ça permet vraiment de mieux cerner les ordres de grandeur. Les sources, elles sont là. Les puits, c'est-à-dire ce qui pompe le CO2 de l'atmosphère, ils sont là. Donc, dans les sources, vous avez les énergies fossiles, 88%. Vous voyez, c'est quand même important. Hein. Ça, c'est un chiffre global. Ça, c'est pour, je ne sais plus pour quelle période, mais je pense que c'est pour l'actuel, quoi, en tout cas. La déforestation, mais pas uniquement, c'est land use, c'est 12%. Vous voyez, déjà, il y a une hiérarchie au niveau de l'émission qui est importante. Et puis, 46% reste dans l'atmosphère. À peu près la moitié du CO2 qu'on envoie reste dans l'atmosphère. L'autre moitié s'en va en partie dans la végétation, qui continue à pomper. Et vous allez voir que c'est peut-être une des solutions dans le futur. Et l'océan. Voilà. En gros, ça explique assez bien la différence entre les puits et les sources. Là, c'est une autre façon, si vous aimez mieux, de regarder ces choses-là. On va passer rapidement, mais je pense que les chiffres globaux, tout à l'heure, étaient plus intéressants. Alors ça c'est pas complètement inutile. Cette fois-ci, cette courbe-là, c'est toujours du CO2, mais c'est la vitesse à laquelle il change pendant les périodes. Ce qu'on appelle le gradient, en gros. Donc, si vous avez une augmentation de 2 ppm, c'est une augmentation forte. Si elle est d'un seul ppm, elle est beaucoup moins forte, et donc le gradient est atténué. Et ça, on le fait depuis 1960 jusque actuellement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui vous montre l'effet de la variabilité naturelle, parce que là, vous retrouvez, quand vous avez des grands événements d'El Niño, qui était le cas, entre parenthèses, en 15, voilà, 15, on voit bien, vous avez des remontées assez importantes du gradient, et ça caractérise justement ces effets pluriannuels, ou en tout cas à l'échelle d'une année à l'autre, qui sont liés à la variabilité interne du système, comme on dit. Voilà. Est-ce que c'est intéressant, ça? Oui, ça c'est le puits océanique, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de CO2 qui est piégé dans l'océan. 1960, 2016, vous avez un facteur 2 facile d'évolution. Encore une fois, on ne sait pas tout sur l'océan parce qu'on ne sait le mesurer que sur 700 mètres. Avant, on le mesurait sur 50 mètres. Maintenant, on arrive à le mesurer sur 700 mètres de profondeur. Et puis, la technologie aidant, on fera mieux, je suis sûr. Et ça, c'est sur le puits terrestre. Alors, vous avez vu que, en fait, il n'y a pas une évolution, il n'y a pas une tendance très très nette au niveau terrestre, mais ça joue sur des fluctuations rapides. Alors, voilà, ça c'est le Mauna Loa.
Donc ça, c'est ce qu'on mesure effectivement dans l'atmosphère. Et vous voyez, c'est cette augmentation annuelle, 1960 jusqu'à aujourd'hui, et on continue là-dessus. Ce que vous voyez là, les oscillations, c'est les oscillations saisonnières, c'est la respiration et la photosynthèse. C'est un merveilleux outil pour vous donner une image de la respiration et de la photosynthèse au niveau du globe. C'est très beau, ça. Alors ça, c'est la glace. La glace, elle vous dit, là, vous avez mis 400 000 ans. Aujourd'hui, c'est 800 000 ans, mais ça ne change rien. Dans les périodes chaudes, chaque fois qu'il y avait des périodes chaudes, vous augmentez le CO2. Ça, ce sont les grandes périodes interglaciaires. Et puis, donc ça, c'est à l'échelle, disons, en gros, vous avez des périodes froides sur 80 000 ans, et puis vous avez 10 ou 20 000 ans de périodes chaudes, ce qu'on appelle les interglaciaires. Et depuis maintenant 2 siècles, voilà, on est sorti complètement de l'épure. Aujourd'hui, on est à plus de 400. Quand j'ai mis, c'était 2001, vous voyez, c'est une vieille figure, mais aujourd'hui, on est à plus de 400. Et voilà, on va remonter comme ça. Je ne sais pas jusqu'où, mais... ça, on va passer ça. Alors, émissions compatibles. Alors ça c'est peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là quand même. En gros, ce qui illustre ce graphique-là, en bas, vous avez donc en fait le cumulatif des émissions en CO2 depuis 1870, et vous avez en haut la température, les anomalies de température par rapport à une période fixée. Et vous voyez que, en fait, suivant le comportement humain en particulier, et suivant aussi l'état d'art de la connaissance, vous avez des incertitudes qui sont de couleurs différentes. Les incertitudes qui montent le plus haut, c'est là où vous allez augmenter le plus vite en température pour une période donnée, disons la fin du siècle. Et le plus bas, c'est celle où vous allez être extrêmement sage et vous allez peut-être réussir le 2 degrés. Alors, on va revenir là-dessus parce que c'était normalement le sujet de la conférence. Mais si vous lisez la conclusion du GIEC là-dessus, le total des émissions de CO2 cumulées détermine dans une large mesure la moyenne globale du réchauffement en surface vers la fin du XXIe siècle et au-delà. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire des simulations. Pour limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport au pré-industriel, c'est-à-dire par rapport à 1850, on va dire, les quantités cumulées de CO2 ne doivent pas excéder 790 gigatonnes de carbone. Ça, on sait le calculer, avec une certaine incertitude, mais on sait quand même bien le calculer. Or, on a déjà émis aujourd'hui 515. Donc on a le droit d'émettre 275 gigatonnes de carbone. Et ce qui reste, ça correspond, si on continue à émettre au niveau de 2013, il y a déjà des années, vous avez vu que depuis 2013, on a déjà largement dépassé. Eh bien, il nous reste 30 ans. Alors, on va simplifier, il nous reste 30 ans. C'est-à-dire qu'on peut continuer à brûler, en d'autres mots, on peut continuer à utiliser du charbon, du pétrole et du gaz qui viennent du fond du sol pendant 30 ans, après terminer. Si on veut arriver à 2 degrés à la fin du siècle. La fin du siècle, c'est pas forcément, c'est pas moi, c'est sûr. C'est un peu mes enfants, c'est beaucoup mes petits-enfants. Voilà. Donc, bon, il faut savoir ça quand même. Il n'y a pas de certitude absolue en science parce que c'est de la prévision du futur. Le risque, il est là. Voilà. Bon, ben voilà, ça c'est le message actuel. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Maintenant, si vous vous amusez dans l'esprit du 2 degrés C,
à dire on est en 2017. Alors là, vous voyez, on est déjà là-haut. Si on veut absolument tenir les 2 degrés, il faut continuer à descendre et il faut que pratiquement on ne fasse plus d'émissions, il n'y ait plus d'émissions en moyenne, hein, parce que disons vers 2060-2070, qu'il n'y ait plus du tout d'émissions. Donc ça, c'est l'état d'art des connaissances. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est ce qu'on sait mieux faire. Voilà, c'est... Hein. Pomme. Oh oui, ça c'est drôle. Regardez bien. Si ça marche aussi. Ah non, ça ne marche pas. C'est une espèce de spirale. Je vais essayer de revenir, mais j'ai bien l'impression que ça ne va pas marcher, ça. Pourquoi ça ne marche pas? Oh, c'est parce que c'est pas un Mac, ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait marcher sur Mac, je vous jure. Bon, alors là, vous voyez, voilà, c'est une spirale. Et puis vous commencez en 1850, voilà, 1850, vous allez jusqu'à 2016. Et puis au fur et à mesure, ça tourne comme ça. Chaque année, ça augmente. Et aujourd'hui, on est quasiment à 1,5 degré. Donc il ne nous reste plus grand-chose pour aller à 2 degrés. C'est ça que ça veut dire. Bon, puisque ça ne veut pas marcher, on passe à autre chose. Bon, ça, c'est consommation énergétique. Ça veut dire, à nouveau, ça veut dire que le charbon, attention, c'est quand même... Mais moi, je module toujours parce que je dis, pensez aux pays qui n'ont pas d'autres ressources que le charbon. Mais après, moi, je ne suis pas économiste et comme je vous ai dit, ma faiblesse, c'est que je ne suis pas économiste. Donc, je ne veux pas trop commenter. Mais si jamais... Où est-ce qu'elle est, l'initiatrice de ce... Elle est encore là? Ah oui. Prochain exposé, il faut faire venir un économiste parce que... Il vous dira des choses... Je peux vous donner des noms, mais il vous dira des choses édifiantes là-dessus. Alors, la COP 21... Bon, la COP 21, en France, on en a entendu parler. Alors, simplement, hein, moi-même, COP, à chaque fois, je dis, mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? COP, ça veut dire conférence des parties ou conférence des États signataires. Quand vous dites conférence des parties, mais qu'est-ce que ça veut dire, les parties, c'est quoi? C'est toujours ces langages... Alors, les parties, c'est les États signataires. Les États signataires de quoi? C'est les États signataires qui ont signé à l'ONU pour qu'il y ait une commission spéciale sur l'environnement, etc., etc. Enfin, vous voyez, bon, c'est toujours ces trucs, mais je trouve ça... Enfin, c'est un peu difficile, ces trucs-là. Donc... Voilà la COP et l'Alliance solaire internationale imaginée pendant la COP 21 entre en vigueur en décembre 2017. Elle unit 50 États des régions tropicales pour exploiter davantage cette énergie renouvelable. Alors ça, c'est plutôt une note d'espoir, si vous aimez mieux. Ça, c'est tout récent. C'est des choses qui se passent actuellement. En dehors des paroles, est-ce qu'il va y avoir des actes? Voilà, bon, mais il faut l'espérer. Alors... Moi, là, je suis juste allé... Je vous ai fait un petit machin de ce que j'ai vu dans la presse depuis 2 jours, quand j'ai préparé l'exposé. En France, 100 patrons s'engagent pour une nécessaire transition écologique. La chose est vraiment importante, c'est le 1000 milliards d'euros pour le climat. Alors, ces 1000 milliards d'euros pour le climat, c'est quand même quelque chose qui a été discuté au niveau de la COP 21. C'est quand même quelque chose où, pour l'instant... Les États se sont peu engagés et c'est quand même, c'est là où c'est peut-être la chose la plus dommageable qui s'est passée aux États-Unis depuis l'élection, c'est qu'ils se sont retirés de cet engagement. Et donc c'était les bailleurs de fonds non négligeables, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut pas croire que les États-Unis n'ont rien fait, même s'ils n'avaient pas à valider tous les accords. Mais là, ouais, c'est vrai. Bon, donc, les auteurs de ce regroupement actuel demandent aux responsables européens de négocier au plus vite un pacte finance-climat qui assurerait pendant 30 ans des financements à hauteur des enjeux. N'empêche que, ça c'est important. Et juste vous raconter une petite anecdote. Il y a 2 ans et demi, j'étais au Pakistan dans le cadre du GIEC et
Quand on est arrivé au Pakistan, le Pakistan a dit vous pouvez bien nous raconter tout ce que vous voulez sur le changement climatique. Nous, on sait ce que c'est que le changement climatique, on le vit tous les jours. Karachi, 15 millions d'habitants, l'été de 2015, c'était 2015. C'était 2015, il y a eu une période de 3 semaines à 45 degrés, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Le niveau des mers augmente, on a perdu 1000 km de côte. Les glaciers de l'Annapurna, enfin de l'Everest, se mettent à fondre. Ils alimentent beaucoup de choses chez nous en termes d'aridité, lutter contre l'aridité, etc. Et puis qu'est-ce qu'on émet ? On mange du riz. C'est tout. Donc on fait un peu de méthane. Mais c'est rien du tout dans l'ensemble. Si vous voyez par pays, le Pakistan, il est... Donc, vous pouvez nous parler de réchauffement climatique. Nous, on n'émet rien et on a toutes les emmerdes. Alors, il faut aussi, de temps en temps, penser aussi à ces choses-là. Je pense que c'est quand même... Enfin, en tout cas, moi, j'ai été très touché quand j'ai entendu ça, alors que je le savais. Mais le Bangladesh, c'est la même chose. Le Bangladesh, il va disparaître. Donc, ces braves gens... C'est un accord qui a été publié dans Le Monde là, tout récemment. Nous n'acceptons pas que l'humanité se dirige sans réagir vers le chaos climatique. Bon, c'est des grandes phrases, mais bon, ça fait réfléchir, moi je trouve quand même. Ouais, c'est d'autres phrases. Il y a plein de choses actuellement qui sortent là-dedans. On pourrait en voir d'autres. Alors, aujourd'hui, je vous l'avais promis celui-là, bon, c'est bien. Il y a un sommet climatique à Paris aujourd'hui. L'organisatrice ne savait pas. Mais elle savait que c'était l'anniversaire de 2 ans de la COP21. Donc, vous savez qu'il y avait cette phrase « Make our planet great again », qui était bien vu quand même. Et ce sommet, alors encore une fois, c'est peut-être que des phrases, il faut se méfier. Mais en plus il est ciblé, et il est ciblé sur l'économie, en disant est-ce que vraiment l'industrie, les preneurs de décision, les banquiers, etc., est-ce que vraiment vous ne pouvez rien faire pour ça ? On a besoin de 1000 milliards. Bon, c'est comme ça. Si on veut atteindre les 2 degrés, bon, ça va être très dur, les 2 degrés, il ne faut pas non plus rêver. Mais bon, on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Alors, ce n'est pas uniquement la volonté d'un dirigeant d'un pays qui est le nôtre actuellement, c'est aussi... c'est quand même coordonné par la Banque mondiale et l'ONU. Bon, voilà. Alors, moi, c'est la petite phrase à la fin, je ne l'ai pas trouvée vraiment dans les journaux, mais c'est ma question à moi. La France peut-elle donner l'exemple ? En tout cas, actuellement, manifestement, elle veut avoir un certain... elle veut être assez leader dans ce domaine-là. Après, voilà, il ne faut pas que des mots, mais bon... les remèdes. Voilà, parce qu'on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire tout le temps. Donc, pour éviter que j'ai trop de questions là-dessus. Énergie. Alors moi, je vous propose de garder les fossiles sous terre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vu, pour 2 degrés, on ne va pas épuiser toutes les ressources. Laissons ces ressources sous terre, après tout. Et trouvons d'autres façons. Alors, j'ai marqué, bon, c'est vrai que le charbon, honnêtement, mais encore avec ce bémol que... dans ce cas-là, il faut peut-être aider les pays qui n'ont pas d'autres moyens. Bon. Transition. Alors ça j'aime bien parce qu'on parle beaucoup de transition énergétique. Alors, là aussi, je ne suis pas un grand expert, mais j'ai l'impression d'avoir vu à plusieurs reprises qu'une des choses qui émet de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est quoi ? C'est le numérique. C'est le numérique. C'est toutes les données
sans parler je ne vais pas mettre de nom, mais c'est toutes les données qu'il faut garder quelque part. Et où est-ce qu'on va les garder? Eh bien, il faut les garder à un endroit qu'il faut refroidir. Voilà, parce que ça produit aussi de la chaleur, ça contribue. Donc et ça produit du CO2. Donc réellement, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut aussi que cette réflexion qui vient de la part des... là, je m'adresse vraiment plutôt aux informaticiens et aux industriels qui sont derrière. C'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir. Transport, bon, l'idée, c'est d'aller le plus possible vers la diminution du thermique. Alors, moi, là non plus, je ne suis pas un expert. Est-ce que l'électrique, est-ce que d'autres moyens de sources d'énergie pour le transport, etc. L'urbanisation, alors ça, c'est quand même quelque chose qui apparaît de plus en plus, qui est de plus en plus bien ciblé. C'est que l'urbanisation, les villes, et surtout les grandes villes, en dehors du fait qu'elles posent un certain nombre de problèmes, c'est quand même 70% des émissions de gaz à effet de serre. Tout couplé, si vous aimez mieux, le chauffage, le refroidissement, enfin tout ce que vous voulez, le transport, etc. C'est 70%. Donc, on a l'impression que dans plusieurs grandes villes, et il y a de plus en plus de maires de grandes villes dans pas mal de pays qui sont vraiment conscients de ça et à mon avis, en tout cas, qui essayent de proposer des choses. Alors la consommation raisonnée, alors pour être très honnête, franchement, la consommation raisonnée, non, ce que je veux dire, ça va bien au-delà de ça. Oui, il y a la consommation. Mais ce que je voulais dire, il faut remonter peut-être à l'énergie, parce que j'ai oublié de dire quelque part. Mais est-ce qu'on a besoin de toute l'énergie qu'on utilise? Moi, je crois que la première chose, la plus facile, et qui peut-être rendra du bonheur à certains, c'est de consommer moins d'énergie, tout simplement. Donc, ça, c'est la façon la moins perturbatrice et probablement la plus efficace. Voilà. Bon, mais c'est pas un cours de morale, hein. La consommation raisonnée, ça sort aussi de tout ce que vous regardez dans les conseils qu'on vous donne. Quand vous achetez quelque chose, il faut consommer de façon raisonnée, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de plus en plus. Est-ce que c'est vraiment des choses utiles? Est-ce que ce sont des produits qui posent pas trop de problèmes au niveau écologique, etc. Enfin, c'est tout cet ensemble-là. Et alors, le truc, je l'ai mis la démographie parce que à toutes les conférences que j'entends sur le sujet, personne ne parle de la démographie. Et dans les questions, il y a toujours quelqu'un qui vient dire « Et la démographie, est-ce que c'est pas là qu'est le pire ?» Alors, pour la démographie, on peut peut-être garder ça pour les questions si vous voulez. Mais je suis prêt à vous dire ce que moi j'en pense. Et voilà. Et je termine avec Théodore Monod. On n'est pas obligé de croire, mais il n'est pas interdit d'espérer. C'est une de mes phrases favorites. Voilà, merci. Alors, maintenant, on va passer aux questions. Est-ce que certains d'entre vous, et là, faut faire preuve de... Enfin, faut abandonner un peu cette timidité, souhaiteraient poser des questions? Bonjour. Alors, c'est par rapport à une des diapos que vous avez mis vers le début. Donc, c'était sur l'intervalle de 1750 à 2000. Et donc, ça me paraissait aberrant parce que, comme vous parlez de démographie, le nombre d'hommes a explosé en 110 ans. Je ne sais plus le nombre fois 10. Ouais. Et donc, vous tenez pas compte, en fait, pas trop du CH4, c'est le méthane. Oui. Qui est produit finalement à cause souvent de la production animale par l'homme. Et je sais pas, dans ce graphique, en fait, ça représentait pas du tout les chiffres, ils n'étaient pas du tout bien représentés par rapport à la date. Voilà. Oui, d'accord. Alors,
dans votre question, je pense qu'il y a deux questions. Il y a le fait que, bien que j'aime beaucoup travailler sur le méthane, parce qu'on le retrouve dans la glace, etc. Mais sur le méthane, oui, c'est assez clair. Première chose, le méthane, j'ai quand même présenté comme forçage radiatif. C'est le CO2, c'est 60%. Le méthane, l'augmentation du méthane, c'est de celle-là qu'on parle, c'est plutôt de l'ordre de 20 à 25%. Donc le méthane participe beaucoup moins à l'effet de serre que le CO2. C'est la première chose. Bien que la molécule de méthane soit plus efficace, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup moins de méthane dans l'atmosphère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la durée de vie du méthane, c'est une chose dont je n'ai pas parlé, la durée de vie du méthane, c'est 10 ans. Vous envoyez une molécule de méthane dans l'atmosphère, elle va rester 10 ans. Au bout de 10 ans, elle disparaît par réaction chimique dans l'atmosphère. Le CO2, le vilain CO2, lui, il reste entre 100 et 200 ans avant qu'il réagisse avec l'océan, etc. Donc il est clair que le CO2 est quand même un élève beaucoup plus sérieux, ou beaucoup moins sérieux, je devrais dire, que le méthane. Moyennant quoi, oui, la population des bovins sur Terre, la courbe des ruminants, on va dire, des ruminants, la courbe des ruminants sur Terre suit exactement, plus ou moins quelque chose, la courbe des hommes. Donc, si vous aimez mieux, si ça ne vous gêne pas trop de manger un peu de viande, ça ne peut être que bénéfique. Oui, la réponse, elle est oui, là-dessus. Maintenant, après, mais il faut garder en mémoire, le méthane, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. La deuxième chose, oui, les ruminants le sont. Dans le même ordre d'idée, parce que je n'en ai pas évoqué, un autre émetteur de méthane, ce sont les rizières. Et là, il y a une histoire intéressante qui peut se raconter, c'est que dans les années 90, quand il y a eu les premiers sommets de la Terre c'était à Rio, il y a un certain nombre de pays qui ont eu pas la grande gentillesse de dire vous, les Asiatiques, hein, si vous mangiez un peu moins de riz, ce serait bien. Quand on sait que le riz, c'est l'aliment premier de ces pays-là, je ne sais pas, c'était pas très délicat en tout cas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et qu'effectivement, il faut aussi moduler. Et pour l'augmentation de la natalité, et effectivement, je dirais à peu près la même chose en ce qui concerne, si vous aimez mieux, l'évolution du nombre de personnes qu'il y a sur cette planète. Moi, je ne suis pas... Alors là aussi, je vous invite un jour à avoir quelqu'un qui sait ça, qui est capable de parler, de dire quelles sont les prévisions. Moi, ce que j'ai lu, c'est que d'ici 2050, on va continuer à augmenter la population sur Terre. C'est très schématique et je ne suis pas spécialiste. Donc soyez gentils de vérifier peut-être ce que je dis avec des gens compétents. Mais j'ai cru comprendre que vers 2050, pour des tas de raisons, vieillissement des populations, augmentation d'éducation, etc., on va commencer à décliner la population mondiale. Bon, on a fait des prévisions comme ça dans les années 60, on s'était trompé, donc il faut être méfiant. Mais bref, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous parlez avec des gens qui s'intéressent à comment nourrir les gens, ils vous disent très souvent, enfin ceux que je connais me disent, il y a assez de nourriture sur Terre, le problème c'est la distribution, c'est de trouver des moyens effectivement de solidarité et de... Bon, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, je vous dirais, c'est très délicat de parler de ce problème de natalité, suivant à qui vous vous adressez. Vous ne pouvez pas en parler de la même façon en Afrique que vous pouvez en parler en Suède, par exemple. Vous pouvez pas. Vous êtes obligé. Ça touche véritablement, si vous aimez mieux, l'intimité des personnes. Et bien sûr que c'est important. Bien sûr que si on augmente trop, ça va encore poser plus de problèmes. C'est clair. C'est pour ça que j'y ai quand même mis. Mais en même temps,
si vous ne voulez pas arriver à des conflits incommensurables, je pense que dès que vous parlez de quelque chose qui est lié à l'intimité, à ce niveau-là, bon voilà, oui, il y a des gens qui ont envie d'avoir des enfants, c'est comme ça. Et donc je crois que c'est assez délicat, si vous aimez mieux. Par contre, chacun d'entre nous, si on veut réduire sa consommation d'énergie, alors là, je ne vous hésite pas à vous dire, allez-y les gars, ça, pas de problème. Sur des problèmes comme la natalité, je serais méfiant. J'ai répondu à votre question ? Merci, oui. Je voudrais juste rajouter un petit mot, puisqu'on parle un peu de remédiation. Polyearth a pris l'initiative de proposer l'installation de Ecosia, puisque tout à l'heure on parlait des rejets CO2 à cause de la pollution par Internet. Et donc Polyearth a pris l'initiative d'installer Ecosia, de demander l'installation d'Ecosia, et cette installation a été faite cette année. On n'en a pas suffisamment parlé, je pense, à Polytech, et je souhaitais quand même le dire. Donc il est disponible sur tous les ordinateurs de l'école, et même s'il ne se voit pas, vous pouvez chercher et le trouver facilement. Et même si on peut être un peu sceptique sur ce sujet-là, je pense que ça coûte rien de le faire. Voilà. Bonjour. Je serais pour parler. En fait, par rapport au puits de carbone, vous avez parlé des océans et des forêts, et j'avais entendu qu'ils étaient plutôt surchargés en carbone, comme l'acidification des océans. Et dans les sols des champs, par exemple, on sait qu'ils sont de plus en plus vides en taux de matière organique, qui est donc carboné. Et dans l'agriculture, on essaie de travailler pour augmenter ce taux de matière en carbone. Vous avez parlé notamment des techniques agricoles un petit peu, quoi. Et par exemple, le labour, on considère que ça relâche jusqu'à 400 kg de CO2 hectare dans l'atmosphère par le travail des bactéries notamment. Et par contre, le semi-direct, qui est une technique récente, on va dire, en agriculture, est peu utilisée. Et notamment en France, il y a pas mal de recherches quand même. Ça pourrait retenir jusqu'à 5 tonnes de carbone hectare. Du coup, ça serait, moi, je trouve que c'est un des puits de carbone qui est le peu cité et qu'on pourrait peut-être pousser au niveau de ceux qui ont accès, aux gens qui ont le pouvoir, à soutenir les agriculteurs et les autres qui ne sont pas encore fait le pas, parce que ça pourrait être un gros effet pour réduire, on va dire, ce qui est relâché déjà. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Oui, c'est sûr. Dans le même ordre d'idée, il y a un papier scientifique qui est sorti il y a pas très longtemps, un mois, je crois, donc c'est récent, qui a essayé de faire une simulation si on essayait de reforester. Le problème de la reforestation, il existe dans beaucoup de pays, mais globalement, si on faisait un effort un petit peu plus sérieux, ça permettrait d'augmenter très sérieusement le puits de CO2. Et ce papier concluait, alors bon, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais concluait que ça pouvait être non négligeable et peut-être permettre plus facilement justement de stabiliser à 2 degrés. Je sais pas, mais enfin c'est quelque chose, ça semble assez évident. Une forêt, si j'ai bien compris, je suis sûr qu'il y a des spécialistes ici, mais une forêt, en moyenne, tant qu'elle pousse pendant 40 ans, elle va effectivement pomper du CO2. Après, ça va se stabiliser. Donc parfois, on dit on a intérêt à couper les forêts à un certain moment, mais de replanter, bien sûr, et à condition d'utiliser rationnellement le bois, en particulier pour les constructions. Donc oui, il y a plein de petites pistes comme ça, c'est importantes, oui, je suis d'accord. Enfin là, c'était plus au sujet de la terre elle-même, qui a du carbone organique à l'intérieur dans sa composition. Et ce taux, il peut être variable selon les techniques dessus. Dans les forêts, justement, le taux de matière organique est fort, mais que le sol n'est pas remué, on va dire. Alors que les travaux agricoles, avec l'éducation qu'on a dans l'agriculture aujourd'hui en France, par exemple, et dans le monde, ils baissent le taux de matière organique de manière importante. Alors qu'on pourrait s'en servir pour augmenter ce taux de matière organique.
Bonsoir. Ça fait 2 fois sur le campus que je croise des personnes que je pourrais qualifier de climato-sceptiques, qui sont par ailleurs des scientifiques de renom, qui me disent que corrélation n'est pas causalité. Et je ne sais pas quoi répondre à ça. J'aimerais bien que vous me disiez comment je dois répondre à cela. La réponse est un petit peu dans ce que j'ai dit pour passer, si vous aimez mieux, du potentiel radiatif de chacun de ces phénomènes en température, si vous aimez mieux. Et ça veut dire, effectivement, le modèle, ce ne sont pas des corrélations. Mais est-ce qu'on l'a fait de façon expérimentale? Est-ce qu'on a pu... Alors, et à quelle échelle? Si vous aimez est-ce qu'on a mieux, une preuve réelle? Entre quoi? Entre CO2 et température? Oui. Oui, bien sûr, mais on a besoin du modèle parce que, comme il y a plusieurs causes, il n'y a pas une seule cause, il y a le soleil, il y a les volcans, de causes que j'ai appelées naturelles à tort, et les activités humaines, et la variabilité interne au système. Et à partir du moment où vous avez plusieurs causes, là, ça devient très difficile. Et je suis entièrement d'accord que, personnellement, quand j'étais jeune, je m'amusais à corréler les choses. Je prenais les résultats de la glace, je dirais, voilà, tiens, je vois cette variation. Alors, dans la glace, vous voyez une variation de température ou une variation de CO2. Gros avantage de la glace, c'est qu'elle intègre les trucs. Donc, oui, ah ben voilà, ouais, c'est clair, il y a un lien. Eh ben, c'est pas si simple que ça, parce que derrière, il vaut mieux avoir la compréhension, et pour avoir la compréhension des mécanismes, il faut passer par des modèles. Et donc, je crois que c'est clair. Bien sûr que la corrélation... Vous savez, il y a un gars qui s'est amusé un jour à New York. Il a regardé les résultats de... Comment vous appelez ça, les financiers qui jouent avec la monnaie chaque jour, la bourse, oui. Et il a corrélé pendant une semaine les résultats de la bourse de New York avec la température à New York. Et la corrélation était parfaite. Bon, vous voyez bien qu'une pure corrélation, ça ne signifie pas grand-chose. Donc, la corrélation, elle est importante. Ça prouve que, d'une façon ou d'une autre, il y a peut-être un lien entre les choses. Il ne faut pas non plus aller d'un extrême à l'autre. Mais je crois que c'est une des méprises des climato-sceptiques, c'est clairement là qu'elle est. Très clairement. Et voilà, bon, si c'était la seule méprise, il y a d'autres choses, si vous aimez mieux, qui... Moi, une des choses qui me choque le plus, vous avez utilisé, et vous avez tout à fait raison, il y a des grands scientifiques qui sont des climato-sceptiques. Oui, c'est vrai. J'en connais peut-être 1 ou 2 qui sont véritablement des climatologues, qui sont véritablement des gens qui sont devenus forgerons en forgeant eux-mêmes. Vous avez de grands scientifiques, parce qu'ils pensent, et ils le sont, des grands scientifiques qui estiment qu'ils sont capables de résoudre tous les problèmes, même s'ils n'ont jamais fait un calcul eux-mêmes, même s'ils n'ont jamais été faire une mesure eux-mêmes, etc. Et c'est là où je suis très choqué. Et une des choses, c'est intéressant quand même cette histoire-là, parce qu'une des choses qui est le plus frappant, c'est que le GIEC, et je ne veux pas défendre le GIEC ici, c'est pas mon boulot, je ne suis pas là pour défendre le GIEC, c'est absolument pas ça. Mais le GIEC, comme je vous ai dit, quand il est GIEC, normalement, il ne fait pas de la science, il fait de l'évaluation de la science. Il prend tous les résultats, etc. Et la chose la plus étonnante, c'est que le GIEC, les ONG et les États sont capables, à la fin de chaque section, c'est-à-dire au bout de 4 ans, de sortir un résumé pour les preneurs de décision, où tous les mots ont été épluchés par toutes ces communautés. Ils s'engueulent, il faut voir, ça dure des nuits et des nuits, mais ils arrivent à un consensus. Et le consensus, ça ne veut pas dire une unanimité. Le consensus, ça veut dire que chacun fait un certain nombre de concessions pour arriver à une conclusion qui semble. On confond beaucoup trop souvent consensus et unanimité. Ça aussi, c'est un beau sujet philosophique derrière, oui. En tout cas, merci pour la question, parce que c'est vrai. Du coup, je vais en profiter parce qu'il y avait une petite question sur Ecosia. En fait, Ecosia, c'est un moteur de recherche
comme les grands connus, et qui, à chaque fois qu'on enclenche une recherche, vise. On a donc des personnes qui plantent un arbre dans le monde. Et bon, après, c'est prouvé, et on a fait un rapport dessus pour le montrer, évidemment. Mais et du coup, à chaque fois qu'on initie une recherche, qu'on clique, en fait, et ben du coup, des arbres sont plantés. Voilà. Tout le monde peut l'utiliser. Nous, actuellement, on l'a installé carrément sur notre iPad de cours. On tape toutes nos recherches dessus. C'est très facile à utiliser. On cherche sur Internet et on installe directement l'application. C'est très rapide. Et c'est quoi L'idée, en fait, c'est simplement de compenser l'empreinte carbone qu'a une recherche Internet, en fait, par la plantation d'arbres derrière et la création de puits. L'empreinte carbone, c'est le bon mot. Oui, bonjour. Vous avez parlé des empreintes carbone des différents pays ou continents comme l'Europe. Mais j'ai pas vu. Il me semble que je n'ai pas vu de schéma qui représentait les émissions de carbone par pays une fois qu'on a enlevé ce que ce pays a été capable d'absorber comme carbone. Par exemple, imaginons l'Europe émet beaucoup de carbone. C'est un des plus gros émetteurs. D'un côté, on sait qu'il y a par exemple beaucoup plus d'arbres en Europe qu'il y a 100 ans ou même au Moyen-Âge. Ça permet d'absorber une partie du carbone et du coup, c'est pas l'émission finale du carbone n'est plus la même. L'émission est la même, mais une partie est piégée, quoi. Et du coup, je me demandais si, par exemple, pour le cas des forêts en Europe, est-ce que ça a changé fondamentalement les courbes par rapport émetteur et ce qui est émis au final? C'est une très bonne question et j'ai pas de réponse. Oui. Effectivement, j'ai jamais vu de courbe équivalente. Enfin, j'avais bien épluché le truc du budget. C'est un bon exercice à faire, ça. Oui. J'imagine que en France aussi, ça dépend de quelle énergie on utilise. Ça dépend. Il y a tout ce débat sur l'énergie nucléaire, etc. Donc bon, voilà. Et encore une fois, je crois qu'il faut aussi moduler. Il y a une autre chose qui me semble importante, c'est comment vous voulez que des pays qui n'ont que le charbon s'en tirent s'ils ne sont pas d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas leur trouver une technologie pour faire de l'énergie, si ce n'est réduire la consommation d'énergie. Et je crois que c'est quand même de toute façon une chose à faire. Voilà. Oui ? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait de consommer moins, mais est-ce que vous ne pensez pas plutôt que la solution, c'est de consommer différemment ? C'est-à-dire changer au niveau des énergies qu'on utilise plutôt que de ne plus consommer du tout ? Oui, non, mais je suis bien d'accord avec vous. Oui. C'est clair, oui, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais bon, c'était un lapsus lingué impardonnable. Mais enfin, bon, quand même. Le consommer moins, il veut dire aussi quelque chose. Quand vous chauffez trop vos pièces alors que vous pouvez vivre un petit peu autrement, il y a beaucoup de choses. Quand vous regardez l'utilisation, par exemple, de l'air conditionné, des machins comme ça, quand vous êtes à Karachi, qu'il n'y a pas d'air conditionné et que vous mourrez à cause de ça, là c'est grave. Mais oui, je reste quand même sur mon un peu de moins et mieux consommer, oui. Parce que, en fait, je dis ça par rapport au fait que, voilà, je sais que vous n'êtes pas économiste, mais on sait que toutes les grandes transitions économiques se sont aussi accompagnées d'une grande transition au niveau énergétique. Et on sait que ce qui a plus ou moins déclenché, voilà, c'est corrélé, mais pas expliqué, comme vous avez pu le dire, mais le fait que le pétrole et le charbon étaient utilisés en masse pendant ces 100-200 dernières années, c'est aussi ça qui a pu causer le réchauffement. Est-ce que ne pas arriver à ces 2 degrés, ça pourrait pas être aussi par le fait d'utiliser donc toutes ces énergies renouvelables, le solaire, le vent, l'hydraulique ? Bien sûr, il y a cet enjeu. Encore une fois, si vous aimez mieux, vous savez très bien, il y a des débats très très vifs sur les problèmes d'énergie.
Si vous allez voir la déclaration aujourd'hui du président de Schneider Electric, grosse boîte, très grosse boîte. Il dit en substance, j'espère ne pas décrire à peu près fidèlement sa pensée. Il dit en gros, oui, nous pouvons faire beaucoup pour lutter contre le réchauffement climatique. Et quand il dit nous, il cite 90 compagnies françaises qui se seraient engagées à donner d'ici 2020 300 milliards, ce qui n'est pas rien. 300 milliards de dollars. Alors, donner, c'est pas le bon mot, c'est réinvestir des 300 milliards de dollars dans ce sens-là. Bon, son discours est assez convaincant, etc. Mais c'est là où je me suis posé la question, parce qu'il dit, vous savez, finalement, la révolution de l'énergie, c'est le numérique. Et c'est là où je suis pas, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais j'ai jamais vu nulle part dans ce genre de discours l'évaluation de ce que coûtent les banques de données du numérique. Et je sais personnellement que c'est effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais que c'est un souci. Donc c'est toujours la même chose. Il n'y a pas une solution, c'est clair. Il y a pas ça. Alors j'en suis persuadé. Il n'y en a pas une seule. Mais il y a un faisceau de solutions. On n'arrivera peut-être pas aux 2 degrés. Essayons si on peut, mais il y a quand même de l'espoir derrière. Je veux dire, c'est évident. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Mais c'est intéressant si vous allez lire ce que ce gars, il s'appelle Jean-Michel, je ne sais plus quoi, mais voilà, ça vaut le coup. Entre parenthèses, j'ai mis exprès mon adresse email si un jour vous avez une question où je peux éventuellement vous aider, ou bien si vous voulez une référence, vous m'envoyez un email, je vous répondrai. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Vous avez parlé des sommets de la Terre, et ça fait 30 ans, même plus, qu'on essaye de se mettre d'accord sur un accord. L'an dernier, en 2015, on a signé l'accord de Paris. Il vaut ce qu'il vaut, mais il n'est pas forcément contraignant. Est-ce que, dans le chiffre que vous disiez, vous parliez de 10,5 années selon la consommation de 2013 par rapport à la consommation de gigatonnes de carbone. Est-ce que vous pensez du coup qu'il y a une urgence climatique pour agir, et qu'est-ce que vous pensez de l'accord de Paris par rapport à cette situation? Alors, je crois que les chiffres, c'était 30 ans. On a encore 30 ans. Mais je pense que l'accord de Paris, c'est un pas en avant dans les idées, oui. Et dans les idées et dans la prise de conscience. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, pour être aussi honnête, même, je ne crois pas que ce soit toujours le cas, parce que vous avez plusieurs choses. Vous avez les preneurs de décision, numéro 1. Ça, c'est les chefs d'État, c'est tous ces gens-là. Les chefs des grandes industries, les grands banquiers, etc. Bon, ça, c'est ce que j'appelle les preneurs de décision. Ceux-là, ils sont très, très au courant, en tout cas, des conclusions du GIEC. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, bon, vous avez ça, mais ça ne suffit pas. Alors eux, ils peuvent éventuellement, et c'est l'idée d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé à Paris le 12 décembre de cette année, mais aujourd'hui, c'était discuter de ça. Il y avait des chefs d'État, il y avait des grands industriels, il y avait des banquiers, il y avait des ONG, entre parenthèses, il y avait tout ça. Donc, bon, je ne sais pas, il faudra lire la presse, je ne sais pas quelles sont les conclusions. Voilà. Bon, mais, très honnêtement, si vous n'avez pas une population derrière qui dit nous, on estime que c'est important, ils ne feront jamais rien. Ils feront jamais rien. Donc, c'est aussi nous derrière. C'est toujours la même chose. Vous savez, quand les choses changent, c'est bien sûr en général parce qu'il y a un preneur de décision qui prend des décisions.
Mais s'il n'y a pas un appui de la population derrière, et voilà, bon, c'est aussi un choix de société, c'est aussi, faut aussi être honnête, c'est aussi un problème de solidarité, c'est aussi de savoir si on vit pour soi ou si on vit aussi pour les générations futures, c'est tout ça. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que le scientifique dise d'autre? Le scientifique, il va pas vous dire je détiens la vérité. Moi, je ne crois pas que je détienne la vérité, c'est pas vrai. Par contre, ce que je sais, c'est que l'état d'art de la connaissance aujourd'hui, qui peut changer, l'état d'art de la connaissance aujourd'hui, elle me fait penser, et elle fait penser à une très très grande majorité des gens qui travaillent dans le domaine, qu'il y a un risque, et que ce risque, il est vraiment fort. Voilà. Bon. Après